Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le vendredi 15 mars et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT sur l'actualité régionale. Après plusieurs semaines de négociations, la campagne sucrière peut enfin démarrer en Guadeloupe. Ce lundi 18 mars, les planteurs de canne devraient répondre à l'ordre de coupe de l'Iguacan afin de livrer leurs cannes à l'usine. Pour Marie-Galante, en revanche, le lancement de la saison cannière est annoncé pour le 4 avril. Cela fait suite à un accord trouvé entre les agriculteurs et l'usine Gardel du Moule après négociation de la rémunération des planteurs. Le prix de la tonne de canne a été réévalué à 110,90 €, soit une augmentation d'1,90 €. On rappelle tout de même que le collectif des planteurs en réclamait 120 € par tonne de canne livrée. Grève au sein des laboratoires de biologie médicale Biopôle Antilles Innovi. Les représentants syndicaux du groupe ont déposé un préavis de grève nationale pour 24 heures ce vendredi 15 mars. Les salariés des filiales de Guadeloupe ont rejoint le mouvement national et les laboratoires ont gardé porte close. Au cœur des revendications des intersyndicales, les salaires et les conditions de travail. Ils n'ont pour l'heure pas obtenu de réponse favorable. Un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, nous avons rejoint l'appel à la grève nationale qui unit tous les laboratoires de métropole. Nous avons profité, le groupe Innovi, de ce moment pour pouvoir aussi manifester et revendiquer nous avons les mêmes revendications, les mêmes droits que ceux de la métropole, voire plus. Donc nous, on revendique de meilleures conditions de travail et aussi une augmentation de la grille des salaires. On aimerait aussi, par rapport à Innovi, que le partage des profits soit fait avec l'ensemble des salariés par rapport au groupe Innovi. Nous demandons aussi qu'il y ait plus au niveau des conditions de travail, que les congés soient remplacés, que les maladies soient remplacées, qu'il y ait moins de pression sur les sites. Innovi a invité tous les délégués syndicaux des filiales. Et c'était le 5 mars où ils devaient aller discuter justement par rapport aux revendications de la grille de la convention collective et des conditions de travail. Et on a eu le retour de la métropole où on n'a pas eu de réponse concrète, ce qui a fait qu'aujourd'hui, toutes les filiales du groupe Innovi sont en grève. Nous, au niveau du CSE, on a une réunion le mardi 19. Donc là, on va pouvoir justement utiliser la mobilisation qui s'est faite aujourd'hui pour pouvoir faire remonter toutes les revendications et les réclamations des salariés. La région Guadeloupe était en visite de terrain à Marie-Galante. Ce matin, les maires de l'île ont reçu la délégation régionale lors d'une réunion de réflexion et d'action sur les besoins et projets à venir des communes. Le président Harry Chalus et ses élus sont allés constater la concrétisation des projets accompagnés par la région, parmi lesquels figurent les travaux du lycée Hyacinthe Bastaro à Grandbourg. Un reportage de Michel Depape. Cette réunion à la mairie de Saint-Louis-de-Marie, le maire, voir un peu les travaux qui sont faits, ce qu'il y a à faire encore, parce que nous avions fait la région à domicile ici avec le maire où nous avions prévu certaines choses qui ont été réalisées sur des routes, sur des aires de jeu et d'autres demandes du maire. Et aujourd'hui, nous avons fait le tour un peu des projets et ce que nous aurons à faire encore. Donc à 80%, je dirais, nous lui avons répondu avec satisfaction. Il est vraiment très content et M. Pelage sera en charge de suivre un peu ces chantiers, surtout que nous avons beaucoup fait à Capesterre, à Grandbourg et moins à Saint-Louis. Et nous avons dit effectivement, cette année 2024, nous allons mettre le paquet. La région tient une commission permanente sur le territoire de Saint-Louis. Mais évidemment, avant que cette commission permanente ne se tienne, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Chalus et aussi avec sa délégation et à propos d'un certain nombre de projets que la commune entend mener et évidemment pour lesquels la commune sollicite l'accompagnement de la région. Nous avons eu la commission permanente, nous avons pris des délibérations sur plusieurs sujets. Il y avait à peu près, si j'ai bonne mémoire, près de 90 points
qui ont été validés à l'unanimité, notamment des points sur Marie-Galante, le projet Océan, je crois, des aides aux pêcheurs. Des aides aux pêcheurs, des aides aussi sur la canne, hein, oui. À la replantation qui ont été validées. Ensuite, nous nous sommes rendus au lycée pour pouvoir voir un peu les travaux réalisés pour la cuisine pédagogique du lycée Bastaro. Voilà. C'est un moment très fort dans la vie de l'établissement parce que ça conclut un moment de structuration très importante. C'est-à-dire, nous avons 5 filières de métiers sur la partie professionnelle de cet établissement et la cuisine, hôtellerie, restauration, c'est le plateau technique qu'il nous fallait pour offrir aux élèves une filière, une offre de formation selon leurs attentes, en fonction de leurs attentes et aussi en adaptation aux besoins de cette île. Puisque le tourisme est appelé à être un aspect du développement de cette île. Donc c'est une belle satisfaction, 3,5 millions de travaux qui ont été réalisés dans les temps, comme nous l'avons prévu, ça a été livré. Maintenant, nous espérons qu'il y aura un fonctionnement permettant aux jeunes de pouvoir vraiment se former. Et nous avons pu constater aujourd'hui la satisfaction du proviseur et de ses collaborateurs de ce lycée. Quelle stratégie adopter pour accroître l'attrait de notre île et consolider les liens économiques au sein de la zone Caraïbe? Quel avenir pour la Guadeloupe? Plusieurs questions à l'ordre de la conférence organisée hier à Sainte-Anne par l'UDE-MEDEF en collaboration avec la CCI des îles de Guadeloupe. À l'occasion de la visite officielle de la ministre déléguée en charge des Outre-mer, Marie Guévenoux, les acteurs du monde socio-économique se sont rassemblés pour réfléchir au développement de notre territoire. Loane Duhamel. Ce matin, nous avons fait un tour de table, je dirais, pour pouvoir répertorier les difficultés que rencontre la Guadeloupe en ce moment. Les problèmes de la sécurité, des investissements qui se terminent et on ne voit pas l'arrivée de d'autres, etc. Ce qui est intéressant, je dirais, dans cette réunion, c'est que c'est pour nous une première parce que nous avons pu réunir le monde économique, et pas que avec le monde politique, mais aussi avec nos députés, nos sénateurs et naturellement les collectivités locales. Nous avons dégagé un certain nombre de propositions, qu'elles soient pour l'État, pour la région, pour le département, pour les intercommunalités. Par exemple, on a dit que pour favoriser la consommation, la production locale, il y a les importateurs qui peuvent aider les interprofessions telles que l'Iguavi qui produit de la viande, l'Iguaflor qui produit des fruits et légumes, comme à La Réunion, parce qu'il faut s'inspirer de ce qui fonctionne en permettant à un certain nombre de produits d'être exonérés d'octroi de mer pour pouvoir permettre à ces organismes importateurs de financer la production locale. Voilà une production concrète de ces ateliers de ce matin. Je retiens aussi que nous avons évoqué la problématique du foncier. Aujourd'hui, la loi sur l'indivision ne fonctionne pas. Et on sait que l'État a su permettre des titres, l'attribution de titres, à ceux qui étaient dans l'indivision depuis des décennies. Il l'a fait à Mayotte. S'il l'a fait à Mayotte, il peut faire en Guadeloupe. Et donc nous demandons aussi à ce que l'État puisse faire cela. Ce qui est ressorti, c'est qu'il faut qu'on se revoie vite et que tous les projets que nous pouvons faire ensemble, nous devons les porter ensemble. Et surtout y réfléchir, parce que souvent on est en phase, mais on ne se le dit pas et chacun fait dans son coin, ce qui n'est pas normal. Le retour des forces vives, le retour des jeunes, l'emploi des jeunes dans les entreprises où on doit recruter au plus haut niveau des cadres locaux qu'assemblons-nous, eh bien voilà ce qui a été évoqué. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rédiger des propositions, un livre de propositions qui permettra à l'État de comprendre, parce que la ministre est venue, elle a dit qu'elle n'a pas de feuille de route, vraiment, de lui proposer des feuilles de route. Eh bien, nous avons une feuille de route en tant que Guadeloupéens qui décident dans l'intérêt du pays et donc pour les mises en œuvre le plus rapidement possible. Un lien de proximité entre la population et la police est-il possible en Guadeloupe? C'est en tout cas ce que veut montrer l'association Jeunesse et Police pour la protection et la prévention qui souhaite recréer une relation de confiance entre les deux parties. Aujourd'hui, dans la ville du Gosier, une journée de rencontres et d'échanges avec les forces de l'ordre était organisée dans le cadre du dispositif Prox. Un reportage de Maxime Morel.
Le dispositif PROC, c'est quoi? C'est un village que l'on installe sur une journée en co-organisation avec une commune. Un village de rapprochement police-population. Ce type d'initiative, c'est noble et ça crée une très très grande proximité entre nous, en tant qu'association, donc la J3P, donc la police nationale, et la population. Toujours créer ce petit lien qui permet justement de faire avancer les choses, d'établir un dialogue et des échanges qui sont toujours constructifs. La police, elle est là pour aider les gens. Donc souvent, quand il y a des personnes qui s'éloignent un petit peu de nous, c'est plus par incompréhension. Donc des journées comme ça, ça nous permet de leur expliquer notre métier. Et puis, bien souvent, on fait tomber les stéréotypes, on fait tomber les a priori. Et voilà, c'est le but qui, en général, est réussi sur une journée comme ça. Ce parcours, c'est pour sensibiliser un petit peu à ce qui se fait pour accéder en fait à la fonction de policier. Donc, il y a un parcours pro qui est mis en place, mais qui n'est pas du tout celui-ci. Là, c'est vraiment pour sensibiliser, donner un avant-goût, quelque part. Il faut que les jeunes, en tout cas, puisque là, notre population, c'est plus les jeunes, comprennent que le policier qui leur court après, il est bon physiquement. Donc le sport a son importance en fait dans l'activité police et qu'en dehors du fait d'être bon physiquement, on voit en fait qu'il y a une surcharge qui est mise par-dessus. On a les armes, on a les gilets, on a les casques, donc c'est un poids supplémentaire. Regardez, aujourd'hui je suis motard, mais aujourd'hui je suis en voiture, je suis donc véhiculé et regardez mes équipements, j'ai une arme sur moi, j'ai des menottes, j'ai un bâton télescopique, j'ai mon gilet pare-balles. C'est conséquent. Mais en général, les motocyclistes, nous sommes vraiment affublés de pas mal de matériel. Nous avons le casque, nous avons bien sûr le blouson avec airbag, nous avons le gilet pare-balles et bien sûr les gants, les bottes, les pantalons, les armes. Des fois, on peut dire que ça peut monter peut-être jusqu'à 10 kilos d'équipement. Cette année, la fête du crabe a 32 ans et plus de 20 000 visiteurs sont attendus du 22 au 31 mars à Morne-à-l'Eau. 10 jours pendant lesquels le crabe sera mis à l'honneur après 3 jours de compétition autour de ce mets pour la 12e édition du concours culinaire Bocaux d'Or. Ce matin, les organisateurs ont présenté les enjeux de la compétition gastronomique. Amateurs, apprentis et professionnels s'affronteront par catégorie du 18 au 21 mars lors de la compétition qui aura lieu à l'Urma de Saint-Claude. Un reportage de Charlie Dagonia. On a effectivement introduit cette possibilité de capter la tradition, de la transformer. Parce que quand on veut garder quelque chose, il faut prendre l'essentiel. Quand Admiralty chante l'oison, eh bien, ça rappelle aux gens qu'il y a une tradition et que l'oison existait. Donc les jeunes vont se saisir finalement de ces recettes traditionnelles, vont les transformer pour mieux les garder. C'est ça l'intérêt de ce concours. Et puis les entourer de personnes lumineuses, dont j'ai parlé tout à l'heure, la chef Babette de Rosière, le président Théophile, toutes ces personnes-là qui entourent les jeunes, leur donner le sentiment, développer l'estime de soi. C'est le problème de nos petits Guadeloupéens. Nous pas croire dans nous et nous pas croire dans eux. Donc 32 ans, nous, ça fait 2 ans. C'est la 2e année que nous nous joignons à cette manifestation. Et nous avons voulu donner un petit peu plus de relief à la manifestation parce que c'était une manifestation populaire à Morne-à-l'Eau sur la place Géantier-Archimède. Maintenant, avec ce concours, jeunes amateurs professionnels, nous donnons une dimension un peu plus professionnalisée, une dimension un peu plus de recherche et culturelle, j'allais dire. Et avec ça, nous donnons aussi un peu, je pense, nous faisons monter en qualité, en gamme, la manifestation dans sa globalité. Je vais être très surprise par les jeunes parce qu'ils ont de l'ambition et je pense qu'ils ont aussi des idées pour nous faire rêver. J'ai envie de rêver, d'être surprise, d'être, je sais pas, moi, je pense qu'on aura beaucoup de surprises agréables avec ces jeunes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent ici. Ils ont du talent. Les jeunes ici ont beaucoup de talent. Quand je vois ce que les jeunes font en cuisine, hein, je me dis, mais c'est complètement ridicule de les faire venir en cours pour leur permettre de faire des fraisiers alors qu'il y a des manguiers ici. Nous avons trop de produits ici pour faire ce qu'on a fait n'importe quoi. Et je valorise les produits du cru. N'hésitez pas. Moi, je vais peut-être concourir cette année. Qui sait, on ne sait pas, encore une fois. Mais n'hésitez pas. Et puis, c'est important de se confronter un peu à d'autres chefs, même entre lauréats. C'est important pour savoir, voilà, lui, il a fait ça, putain, c'était bien, comment je peux faire ça, comment il fait ça, moi j'ai fait ça, ça lui a plu, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire
Ça fait toujours un moment de partage et de transmission et c'est super intéressant. Ce soir, nous recevons sur notre plateau M. Émile Romney, architecte urbaniste et auteur de la proposition individuelle et collective pour la Guadeloupe, 1000 cases sauvées pour 1000 familles en cases. Bonsoir M. Romney. Oui, bonsoir. Merci d'être présent ce soir sur notre plateau. Alors, vous avez fait un constat qui est saisissant et qui d'ailleurs fait l'objet de votre lettre ouverte, celui de la multiplication des cases laissées à l'abandon dans les différentes communes de notre île. Justement, à travers ce projet, vous souhaitez répondre à la demande pressante de logement en Guadeloupe en restaurant ces cases. Comment est-ce que cela serait-il possible et qu'est-ce que cela apporterait à notre île? En fait, ce constat, je ne suis pas le seul à le faire. Je pense que tout le monde en Guadeloupe, quand on circule, quand on traverse les bourgs, quand on traverse les campagnes, tout le monde est sensibilisé par la perte des cases. Et la difficulté, justement, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour sauver ce patrimoine, parce que, en plus, c'est un patrimoine qui est en bois, qui s'abîme très rapidement, et puis au fur et à mesure, ces cases disparaissent. Et donc, la question, à un moment donné, c'était de comment faire pour à la fois sauver ce patrimoine, avec toutes les difficultés qu'il y a derrière, parce que très souvent, on est en situation d'indivision, et puis en même temps, parallèlement, comme vous le disiez, c'est qu'il y a aussi une forte demande en logement sur la Guadeloupe. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, et c'est le cadre de cette proposition, pour pouvoir croiser finalement cet état des lieux, et puis de toutes ces cases abandonnées, et puis finalement cette demande importante de logement. Très bien. Donc, votre constat, effectivement, votre réflexion a mené à l'objet 1000 cases sauvées pour 1000 familles en cases. Comment est-ce que ce projet pourrait se concrétiser? Alors, en fait, pourquoi 1000? C'est parti d'un constat, je dirais, simple. C'est qu'il y a 32 communes en Guadeloupe. Et si chaque commune fait un recensement environ de 30 cases, de 32 cases, 30 x 30, 32 x 32, ça fait à peu près 1000 cases. Et ça, c'est un premier chiffre, je dirais, qui est assez simple à retenir. Et ensuite, 32 cases, c'est pas non plus un nombre trop important. Et donc, justement, l'idée, c'était de mobiliser finalement l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et au travers des élus, bien sûr, au travers des institutions, et de voir comment est-ce qu'on pourrait justement mettre en place ce programme avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels, que ce soit les collectivités, que ce soit aussi la population, puisque ce patrimoine, il est très souvent dans le domaine privé. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait mettre justement tous ces acteurs en place pour à la fois sauver ce patrimoine-là, qui est quand même une identité forte de la Guadeloupe, et quand on est architecte, et pas seulement architecte, simplement quand on est guadeloupéen, on est sensible à ça. C'est un peu dommage de perdre tout ça. Et puis en même temps, comment est-ce que ceux qui ont la force de décision et aussi en même temps la capacité financière peuvent justement abonder et croiser cet ensemble-là pour pouvoir aboutir aux résultats. Très bien. Et justement, comment pensez-vous que ce projet puisse permettre de sauver le patrimoine, mais aussi de le conserver d'une certaine manière et de garder l'âme des cases? Comment est-ce que ce serait possible? En tout cas, le vœu et la proposition qui est faite ici, c'est de dire qu'il ne s'agira pas seulement de réparer les cases, c'est véritablement de se placer dans un cadre de restauration. Parce qu'il y a quand même une différence entre le fait de réparer, on prend 2 planches, nous raclouer ça comme ça rapidement, et puis le fait au contraire justement de retrouver comment est-ce que ces cases-là étaient faites avant, de retrouver la façon de faire les galeries, les poteaux, les frises, les décorations, de vraiment retrouver cette histoire-là de façon à conserver justement le plus longtemps possible cette âme. Parce qu'il suffit des fois de tout petits détails. Finalement, ça ressemble à la case, mais finalement, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes matériaux. Voilà. Donc, c'est de se placer dans un cadre de restauration. Et c'est pour ça que dans la proposition, une institution comme la DAC, la Direction des Affaires culturelles, justement, sera aussi importante, justement, à mobiliser, parce qu'on est dans une dimension patrimoniale et culturelle. Et puis maintenant, au travers de cela, aussi de favoriser les métiers. Les anciens métiers, les savoir-faire, les artisans, les entreprises, et de façon à ce qu'ensemble, justement maintenant, qu'on puisse aussi réveiller certaines pratiques et arriver justement par cette réunion et cette mise en cohérence de tous ces acteurs-là, voir comment est-ce qu'on peut arriver à mener ce programme.
Très bien. Où est-ce que les téléspectateurs peuvent retrouver votre lettre ouverte, la lire pour en comprendre aussi les différents enjeux? Alors cette lettre, pour l'instant, elle a été diffusée à l'ensemble des acteurs publics. Donc cette lettre ouverte a été diffusée, que ce soit au préfet, à la DEAL, à la direction des affaires culturelles, à l'établissement public foncier, à l'ensemble des bailleurs sociaux aussi. Donc je dirais de façon assez large. Elle a fait aussi l'objet d'une publication au France Antilles, donc il y a de cela 1 ou 2 jours. Et donc, elle était ouverte, justement, c'est une lettre ouverte à l'ensemble de la population. Et puis là, maintenant, elle va être mise, puisque dans cette gradation, justement, c'était aussi d'interpeller ceux qui vont être acteurs, justement, de cela. Et donc, ensuite, elle va être diffusée, là, maintenant, je dirais, au maximum sur les réseaux pour qu'on puisse, justement, avoir accès le plus rapidement possible, le plus largement possible, et pouvoir, justement, mettre ensemble les énergies qui voudront participer de ce projet. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Romney, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. L'exposition collective Gravide est actuellement à Petit-Bourg dans le cadre du festival Cris de femmes. Jusqu'au 31 mars, 15 artistes sont mis à l'honneur à travers leurs œuvres qui célèbrent les femmes et abordent les questions de la gestation, qu'elles soient féminines ou intellectuelles. Le vernissage de l'exposition a eu lieu hier soir à Petit-Bourg. Les images de Vianney Valverde. Nous sommes à la galerie Émergence Art, qui est donc à l'entrée du domaine de Vallombreuse. Le thème Gravide, cette année, je trouvais intéressant d'utiliser donc un mot qui est utilisé exclusivement pour les femmes, pour les femelles, puisqu'on l'utilise à la fois pour les femmes, les humaines, mais aussi les plantes, mais aussi les animaux. Et donc de partir de la féminité, donc d'être d'un mot femelle, pour aborder des questions plus universelles. Ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que déjà on a 15 artistes, donc on a 15 individus et on a 15 regards différents, dont 3 hommes, puisque sur les 15 artistes, il y a 3 hommes, donc 12 femmes. Et chacun a abordé ce sujet ou cette thématique par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, ou peut-être aussi par rapport à des causes qu'ils veulent défendre, puisque on est quelques jours seulement après le 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, et qu'on oublie souvent que les femmes ont des droits comme les hommes. Gravide, c'est tout ce qui est autour de la fonction maternelle, donc c'est le fait d'être enceinte en fait. Et moi j'ai choisi de le représenter à travers des vagins, voilà, qui ont chacun un thème et qui sont représentés de façon cartoonesque presque. Et voilà, j'étais très inspirée par le thème et je suis très contente de l'avoir réalisé comme ça. Les gens sont très surpris de voir des vagins comme ça exposés dans des tableaux. C'est vrai que ça suscite beaucoup de questionnements et j'essaye d'y répondre, mais les gens sont choqués un peu. Peut-être que certaines personnes ne changeront pas d'avis, mais auront un autre regard quand on entend parler de ces thématiques dans les faits divers ou dans les faits de violence ou dans les condamnations ou dans les tribunaux. Pour une fois, l'universel ne partira pas du masculin, mais du féminin. Et donc, on a invité des artistes, des hommes, des femmes, etc., à aborder cette question de la gravidité, c'est-à-dire la gestation. Parce qu'on peut, effectivement, en tant que femme, on parle souvent de la maternité, mais au-delà de la maternité, on peut parler de la paternité, on peut parler de la paternité d'une idée, on peut parler de la gestation d'une idée, on peut parler de l'incubation d'un projet. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'élargir le propos à partir du féminin et du coup d'amener ces artistes à créer l'universel. L'idée, c'est de mettre en avant des choses qu'on ne voit jamais et des choses que nous, femmes, on ne voit même pas en fait, si ce n'est à travers un miroir. Et là, l'idée, c'est de les représenter à la vue de tous. Voilà. Et je suis très contente de participer. Je vois que mes œuvres plaisent beaucoup, font réagir, ça me fait très plaisir. La fièvre des Jeux Olympiques 2024 s'empare aussi des plus jeunes. Aux Abîmes, la semaine olympique s'est achevée aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. Les élèves abîmiens ont pu profiter d'une dernière journée d'entraînement à l'image des champions des JO. Solène Fèvre. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre semaine olympique. Donc, nous savons tous que les Jeux olympiques cette année, c'est en France. Donc, dans notre bassin, on a organisé une semaine olympique qui a commencé dès lundi. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Donc, nous avons quelques jeux. Et après, les enfants vont défiler. Voilà l'une des belles occasions aujourd'hui de mettre en valeur ce label-là avec plus de 1500 enfants rassemblés au Stade des Abîmes
Ce qui n'est pas une première, mais qui est quand même une journée assez intéressante, puisque il est important que ces enfants-là goûtent à l'activité sportive, donc aux efforts, mais également aux valeurs que sont le respect, le fair play, le courage, etc. J'aime bien le sport, c'est mon truc habituel. On fait du basket, on fait des ateliers. Et voilà. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a une maîtresse qui fait une activité et toutes les jeux qu'on a vus, c'était bien. L'important pour nous, c'est que les enfants soient contents. Et ils sont contents et c'est important maintenant que les enfants pratiquent une activité sportive. Donc ça leur permet de découvrir des jeux qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer tout le temps. Et voilà, vous voyez, c'est dans la joie et la bonne humeur. On termine ce JT avec une information en lien avec le rallye régional Karukera-Jari, organisé par la SAGE, qui s'est tenu les 2 et 3 décembre 2023 et qui avait mené à la disqualification du pilote Stéphane Nègre et de son copilote pour le motif de non-conformité de leur véhicule. Le pilote est multiple champion, a informé dans un communiqué de presse publié aujourd'hui de la décision du tribunal d'appel national à la suite de leur appel à la décision et de l'audience tenue le 31 janvier 2024. Cette décision précise l'annulation dans toutes ses dispositions de la décision du Collège des commissaires sportifs à leur encontre. Elle précise également le rétablissement dans le classement de l'épreuve et la restitution de leur caution de 3 000 €. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10 et le JT revient lundi à 18h30.